Alors, deux invités avec nous sur le plateau du 64 minutes pour parler de la corruption en France. D'abord, Fabrice Arfi. Bonsoir. Bonsoir. Fabrice Arfi, vous êtes journaliste à Mediapart. C'est un célèbre site web d'information en France, connu en France, mais sûrement ailleurs dans le monde. Vous êtes chef du service enquête de Mediapart et vous publiez chez Calman Levy, on va voir le livre, Le sens des affaires, voyage au bout de la corruption. Et puis en face de vous, Julien Coll. Bonsoir. Bonsoir. Julien Coll, vous êtes secrétaire général de Transparency International France, une association créée en 1995, dont l'objectif, comme la maison mère d'ailleurs, est d'améliorer, je cite, la gouvernance publique, la transparence, l'intégrité et la responsabilité de nos gouvernants. Un vaste programme. Alors d'abord, un mot sur vous, sur Transparency. Comment vous êtes financé, vous ? Alors, il y a deux niveaux qui sont distincts. Ouais. Au niveau international, l'essentiel des financements proviennent des États. Globalement, ce sont les fonds alloués au développement, parce que depuis de nombreuses années, on établit un lien très direct entre développement et corruption. Et donc, l'essentiel des financements proviennent des États. En France, on a peu d'argent public. On a des financements qui proviennent en partie du monde de l'entreprise, de donateurs individuels également. Et des cotisations. Et puis aussi quelques fonds européens. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, la question s'adresse à tous les deux, mais je commencerai par vous. Est-ce que la France est un pays où la corruption est relativement plus élevée que dans d'autres pays d'Europe ou occidentaux ? Du moins, c'est la perception des acteurs économiques lorsqu'on les interroge. Chaque année, nous publions un indice de perception de la corruption qui classe 180 pays en fonction des niveaux perçus de corruption. Et la France se situe à une place qui est quand même très médiocre par rapport à ses grands voisins européens. 10e place européenne. 22e place mondiale. 22e au niveau mondial. C'est ça. On peut citer par exemple que le Danemark, la Nouvelle-Zélande et la Finlande sont les trois pays les moins corrompus, en tout cas où la perception de la corruption est la moins forte. Donc la France peut mieux faire, quoi. La France peut mieux faire, c'est certain. Alors une explication aussi pour ce classement qui est peu flatteur pour notre pays. Il faut quand même pas oublier que depuis 5 ou 6 ans, la presse internationale se fait largement l'écho des affaires qui impliquent nos plus hauts dirigeants. Et évidemment que cette couverture média influe sur les perceptions internationales. C'est en partie le travail de Fabrice Arfi, puisque vous racontez dans ce livre Le sens des affaires, vos enquêtes sur plusieurs affaires, justement, l'affaire Karachi, l'affaire Takedine, l'affaire Bettencourt, l'affaire Kadhafi, l'affaire Cahuzac, enfin, il y en a pas mal. Alors, elles ont toutes en commun la proximité, pour ne pas dire la connivence, entre l'argent et le pouvoir. En fait, c'est ça le gros problème. Ah oui, totalement. C'est-à-dire que je pars du postulat avec un auteur qui me prend la main pendant tout le livre, qui s'appelle George Orwell, et qui avait théorisé cette idée qu'il faut lutter contre l'esprit de gramophone, c'est-à-dire ne pas toujours être d'accord avec le disque qui passe a priori. Le disque qui passe aujourd'hui, ça n'est plus celui des totalitarismes qui ont déchiré le XXe siècle, que ce soit le nazisme ou l'Union soviétique. Mais nous sommes en démocratie, oui, mais pour autant, nous devons avoir un regard critique sur nos démocraties et un totalitarisme qui la ronge, qui est celui de l'argent, comme vous le dites. Et oui, il y a cet invariant qui traverse toutes les affaires que là je raconte un peu à la première personne pour essayer aussi de manière la plus sincère possible raconter ce que peut être la fabrique du journalisme face à la corruption, et dont j'ai essayé à un moment donné d'appuyer sur le bouton pause de mon travail pour essayer modestement de prendre un peu de hauteur et de tirer des leçons de choses de chaque affaire qui nous disent beaucoup de nous-mêmes et des incapacités des institutions françaises, de la culture française, du système judiciaire français, du système politique français, de prendre à bras-le-corps les affaires comme quelque chose d'extrêmement sérieux et d'aussi grave que le chômage ou le déficit Alors public. vous parlez du système judiciaire français, c'est au cœur évidemment des affaires de corruption. Est-ce qu'on peut dire d'une manière générale, pour mettre les pieds dans le plat, que la justice française, en matière en tout cas d'affaires sensibles comme ça, d'argent, des travaux publics, etc., n'est pas indépendante ou pas suffisamment indépendante? Il y a plusieurs problèmes qui s'opposent à la justice. Il y a bien sûr un problème d'indépendance. C'est pas nous qui le disons, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire que c'est la justice supranationale à laquelle nous devrions être soumis, qui nous répète que le problème en France est la non-indépendance des procureurs de la République. Alors pour que les gens comprennent bien, en France, le procureur de la République, c'est celui qui décide d'ouvrir une enquête et qui en limite le champ d'action. Et ben cet homme qui a l'opportunité des poursuites, comme on dit en droit, est soumis hiérarchiquement, statutairement au pouvoir exécutif, c'est-à-dire au gouvernement. Et il se trouve que dans les enquêtes, il peut être soumis au gouvernement sur lequel il est censé travailler, sur lequel il est censé lancer des investigations. Ça pose un énorme problème, et c'est pas le seul. Trop peu de juges anticorruption en France. Alors il y a eu des réformes dernièrement. Par exemple, il y a eu un procureur financier qui a été créé, mais il a très peu de pouvoir. Mais il est toujours soumis.
Oui, en fait, il a des moyens qui sont un peu supérieurs à ce qui existait avant. En revanche, la question de l'indépendance vis-à-vis de l'exécutif n'est pas du tout réglée. Parce qu'il dépend toujours, en fait, j'ai vu, du ministère de la Justice et du budget. Absolument, absolument. Et donc, il y a eu pas mal d'avancées en 2013 en matière d'anticorruption sur le plan législatif, notamment sur les conflits d'intérêts. En revanche, ce qu'on a vu, c'est que sur la question de l'indépendance de la justice, le gouvernement qui a essayé d'avancer n'est pas allé très loin, et très vite, les parlementaires ont résisté et n'ont pas accepté la réponse. Si vous voulez, ça fait 30 ans qu'on fait des lois dites de moralisation de la vie publique. Ça fait 30 ans qu'il y a des petites avancées législatives. C'est cosmétique. Mais ça ne suffit pas. Ouais. On est passé, si vous voulez, pour fracturer une porte blindée, du plumeau au tournevis et puis du tournevis au burin. Mais on est très très loin du compte face à une industrie du crime financier dont nous sommes tous les victimes invisibles au quotidien. Oui, nous la payons, la corruption. Oui, ça coûte à l'intérêt général et ça ne rapporte rien au bien commun. Tout à fait. La corruption, c'est le terrorisme tue, l'assassinat tue, la criminalité, le braquage fait des victimes physiques. La corruption, il faut bien comprendre que parfois, bien sûr, le sang coule à la marge de la corruption, mais en soi, c'est une sorte d'assassinat contre l'idée même de société organisée. C'est un véritable enjeu démocratique. Mais c'est un enjeu démocratique. J'ai regardé votre journal tout à l'heure, juste avant. Vous parliez de Hong Kong, ce qui se passe à Hong Kong. Sur quoi les gens se lèvent ? Contre la corruption. En Tunisie, contre quoi les peuples se sont levés ? La corruption. En Égypte aussi. Ça peut être à l'origine de révolutions, la corruption. Bien sûr, dans des pays totalitaires et autoritaires, mais aussi dans nos démocraties. Il ne faut pas considérer que ce sont des sortes de faits divers financiers spectaculaires qu'il faudrait mettre sous le tapis. Et nous avons des crispations dans notre pays à tout niveau, culturel, politique, institutionnel, judiciaire, qui empêchent de traiter cela comme il le faudrait et qui alimentent une sorte de fatigue démocratique. Avec d'ailleurs très peu de condamnations au bout du compte. Il y a beaucoup d'affaires qui apparaissent dans les médias, mais très peu finalement de condamnations. Oui, les condamnations restent assez peu fréquentes. Ouais. En particulier en France. Oui, c'est ça. En revanche, ce qu'on observe quand on regarde ces condamnations de près, c'est que lorsque les personnels politiques sont reconnus coupables de corruption, généralement les juges appliquent les peines les plus importantes. Il y a d'ailleurs peines qui ont été renforcées en 2013. Il y a un point qui est extrêmement important, c'est l'exigence citoyenne et la vigilance citoyenne. Et sur ce point, il reste un gros travail à faire en France pour expliquer la nocivité de la corruption et pour expliquer que chacun d'entre nous a vraiment un rôle à jouer, parce que lorsqu'on voit que lors des dernières élections municipales, que plus de la moitié des élus condamnés pour atteinte à la probité ont été réélus. Voilà. Apparemment, ça ne gêne pas trop les électeurs français. C'est ça, donc il reste un gros but. Mais nous, médias, avons une responsabilité énorme là-dedans. C'est-à-dire que nous, médias, devons faire la pédagogie citoyenne des ravages démocratiques de la corruption. Alors, les secteurs les plus sensibles, on peut les citer, on les retrouve dans ce livre, en filigrane dans toutes les affaires, c'est les marchés publics, c'est évidemment les contrats d'armement, et en boule de neige, j'allais dire, le financement occulte, entre guillemets, des partis politiques. Même si là aussi, il y a des progrès, la loi a un peu changé, mais bon, en tout cas, mais qui ne sont pas suffisants. Regardez l'affaire Big Malion, par exemple, ce qu'elle nous dit des contournements, des malversations possibles autour du financement politique. Vous parlez des contrats d'armement, et j'en parle longuement. L'affaire Big Malion, il faut rappeler que c'est une société donc qui était liée à l'UMP, le parti conservateur, l'ancien parti du président Sarkozy. Et une histoire de fausse facture qui permettait de ristourner. Qui ont permis de masquer l'explosion des coûts de campagne illégaux de la campagne de M. Sarkozy en 2012. L'armement, nous avons un blocage institutionnel formidable dans les enquêtes sur les ventes d'armes. C'est le secret défense. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de secret défense. Bien entendu que dans une démocratie, le secret est un mal nécessaire. Mais le système en France est anticonstitutionnel. Pour une raison très simple. Moi, à l'école, on m'a appris avec Montesquieu que par la disposition des choses, je cite, le pouvoir devait arrêter le pouvoir. C'était un fondement de notre République. Bon. Et ben, avec le secret défense, ça n'est pas le cas. Le pouvoir politique a toujours le dernier mot sur le pouvoir judiciaire. Et ça empêche souvent, parfois, l'aboutissement des enquêtes. Vous donnez d'ailleurs, à Transparency International, 10 recommandations prioritaires. On peut en citer quelques-unes. Rendre public toutes les déclarations de patrimoine. Là, on fait allusion à l'affaire Cahuzac, par exemple. Un ministre qui avait un compte en Suisse et puis à Singapour. Donc, rendre public les déclarations de patrimoine, ça va dans le bon sens. Les réformes vont dans le bon sens en la matière. Alors, non, pas vraiment, parce que,
Oui, elles doivent déclarer, mais elles ne sont pas publiques. Oui. C'est ça, l'autorité de la transparence qui a été récemment créée reçoit les déclarations d'intérêt et de patrimoine, mais seules les déclarations d'intérêt d'une partie des déclarants sont rendues publiques. On parle de celles des ministres, des parlementaires. Mais les déclarations de patrimoine ne sont pas rendues publiques. Vous demandez aussi une réforme du secret défense. Vous dites qu'il faut rendre plus transparent l'usage par les parlementaires de leur indemnité, parce que ça aussi, il y a beaucoup de boulot dans la façon dont l'argent est géré. C'est un trou noir. Au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat en France. Trou noir. Ah, c'est un trou noir. C'est-à-dire que les députés en France ont une enveloppe mensuelle de à peu près 6 000 euros par mois de ce qu'on appelle l'indemnité de représentation de frais de mandat. L'IRFM, c'est les notes de frais. Hein. Bon, c'est normal que les députés ont des notes de frais. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas contrôlées. C'est versé sur un compte, ils en font ce qu'ils veulent. Personne n'a le moindre droit de regard là-dessus. S'ils veulent acheter des tableaux, des voitures, donner l'argent à leurs filles, à leurs enfants, se le verser en salaire, ils peuvent en faire ou détourner. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous ne savons pas. Donc il y a dans On a parlé des fonds secrets qui existent toujours, d'ailleurs, on en parle. Enfin, les fonds secrets officiellement n'existent plus dans la vie ministérielle, mais oui, il y a toujours de l'argent noir qui irrigue notre système démocratique. Alors, il nous reste très peu de temps, il y a encore un acteur important dans la question de la corruption, c'est le journaliste, c'est le rôle du journaliste. Et là, en France, la protection des sources du journaliste, c'est-à-dire le secret des sources, n'est pas réellement garanti en France. Ah non, on a une mauvaise loi en la matière. Il faut bien comprendre que le secret des sources, ça n'est pas un privilège corporatiste des journalistes. C'est la liberté donnée à chaque citoyen dans un pays de pouvoir assumer un jour le rôle de lanceur d'alerte pour dire « je crois qu'il y a un problème dans telle ou telle situation » et c'est à nous, journalistes, de les protéger, y compris, c'est à nous d'assumer devant la loi. Sans d'être menacés par la justice. Et en France, nous avons des grandes déclarations de principe en disant « oui, le secret des sources est la pierre angulaire de la démocratie et le travail du journaliste participe de tout cela », mais nous avons créé toutes les petites dérogations et les flous juridiques qui permettent de le contourner. On a pu le constater ces dernières années en France, le secret des sources n'est malheureusement pas respecté. Merci Julien Coll, merci Fabrice Arfi. Donc je rappelle le titre de votre livre, Le sens des affaires, aux éditions Kalman Levy, un vrai voyage au bout de la corruption. C'est le cas de le dire.